Alors c'est vrai que on pensait que ce serait le jour J hier, finalement ce ne sera pas aujourd'hui, ce ne sera pas demain, parce qu'il y a une manifestation ce week-end et que donner un nom aux manifestants, ça serait peut-être les regonfler un peu en énergie. Donc on va maintenant attendre lundi. Et on sera donc à 54, 55 jours. Mais je disais, si j'ai bien compris, c'est Marine Le Pen qui choisit le Premier ministre. À une exception près. C'est elle qui choisit. David Lisnard, parce que David Lisnard, il n'était pas censuré automatiquement par le Rassemblement national. Oui, mais c'est ce que je dis. Oui, mais sauf qu'il n'est pas nommé. Sauf que c'est pas le choix d'Emmanuel Macron, David Lisnard, pour le moment. Je l'avais. Non, mais c'est elle. C'est-à-dire si elle n'adoube pas. Il n'y a pas de Premier ministre avec Emmanuel Macron. Alors, elle peut censurer, mais par exemple, quelqu'un comme David Lisnard était, il ne faut pas dire adoubé par le RN, mais n'aurait pas été censuré de manière automatique. Ça s'appelle adoubé. Oui, mais donc il y avait une possibilité, Lisnard. Puisqu'elle ne censure sauf qu'elle n'est pas retenue par Emmanuel Macron. J'ai échangé avec David Lisnard hier. Gérard Carrérou. Ça ne s'appelle pas un droit de veto, ça s'appelle en latin un nihil obstat. C'est-à-dire il faut quelqu'un auquel ou à laquelle elle ne mettra pas effectivement un barrage. Ça revient, vous allez me dire que ça revient un petit peu à la même chose, mais c'est pas. Non, mais c'est formidable parce qu'on nous a expliqué que vraiment les pleurnicheries, je disais tout à l'heure. Élysée a cru qu'elle bluffait sur Xavier Bertrand. Élysée a cru qu'elle bluffait sur Xavier Bertrand, c'est ce que je vous expliquais hier. Ils ont pensé, finalement, elle ne censurera pas Xavier Bertrand parce qu'on va mettre d'autres ministres de droite et elle ne voudra pas le censurer pour donner le point à la gauche. Mais elle ne le fait pas du tout. Mais donc ça veut dire qu'il n'y a aucune sincérité entre le 30 juin et le 7 juillet. Tout ça, c'est du cirque. Lorsque c'est des pleurnicheries. Elle a 170 députés quasiment, donc. Oui, mais alors faut pas nous expliquer que on parle pas avec le Rassemblement national, que c'est la bête immonde, etc. Tout ça n'est pas sérieux. Mais ça a toujours changé avec Emmanuel Macron. Je vous rappelle qu'il avait, il avait accepté Jordan Bardella aux rencontres de Saint-Denis. Son entourage avait dit il est formidable ce jeune Bardella, il a plein de qualités. Et puis quand vous êtes en campagne, ça redevient cordon sanitaire et tout ce qui va avec. Olivier d'Artigol, et après on va écouter Jean-Philippe Tanguy qui visiblement a mis un point d'arrêt à Michel Barnier. Vous avez raison, c'est interminable et ça vire à la farce. Ah oui, c'est grotesque. La clarification, nous l'avons, c'est donc Marine Le Pen qui, de fait, va choisir, le locataire de Matignon. Mais l'interrogation que j'ai, pourquoi faut-il autant de temps à Emmanuel Macron pour admettre que les options Cazeneuve ou Xavier Bertrand, qu'on a beaucoup évoqué, ne passait pas. Ah oui, moi j'ai tout retrouvé François Hollande très remarquable dans l'analyse et le commentaire, et peut-être moins dans l'action. Mais en l'occurrence, il a totalement raison. Il y a, en dehors de la situation difficile d'aujourd'hui, il y a chez Emmanuel Macron une perpétuelle résistance à la tentation de la décision. Parce qu'au fond, c'est un intellectuel et décider, c'est sacrifier. Et il y a des moments où ne pas décider devient plus qu'une faute. Et je trouve que l'analyse... Il a décidé sur la dissolution. Oui, oui, mais alors là, il ne faut pas oublier un trait... Il ne faut pas oublier un trait particulier chez lui, me semble-t-il, c'est que il n'aime une décision la plupart du temps que lorsqu'elle va créer un dissensus, une provocation, une rupture. Et derrière la dissolution, c'est horrible ce que je vais dire, il n'y a pas du tout une lucidité démocratique, mais plutôt une volonté de provocation. C'est un enfant qui joue avec un outil qu'on lui a donné. Et c'est très grave pour la France. Alors, à chaque fois, il y a cette psychologie qui est commentée d'Emmanuel Macron, et on en revient toujours au mot enfant. À chaque fois, hier, ou adolescent, c'était Gilles-William Goldnadel qui disait la même chose. Mais tout le monde dit, je veux dire, c'est une antienne avec Emmanuel Macron de dire, voilà, c'est un enfant. Bon, c'est pas un enfant. Éric Zemmour disait qu'il n'était même pas fini. Oui, alors soyons respectueux. Je veux dire, enlevons cette phrase. Non, mais la construction de sa personnalité. Voilà. Alors, on est peut-être tous d'ailleurs des enfants. En revanche, un mot sur François Hollande. Il s'est vraiment trompé de métier, et tant mieux pour nous d'ailleurs, parce qu'il est bien meilleur commentateur, et pour faire rire les gens, il aurait dû monter sur scène que pour être président de la République. Il a fait rire beaucoup de monde quand il était président de la République aussi. Oui, mais bon, c'était pas la même chose. Il est remarquablement intelligent. Oui, c'est vrai. L'ennui, c'est que... avec toujours, il se fiche de la tête
fait, son truc, c'est quand même se fiche de la tête de tout le monde. Hein. C'est une clé. Il a de l'autodérision aussi. Il a tellement d'autodérision qu'il n'est jamais venu sur ce plateau. Il va là où il est en majesté avec des gens. Voilà, qui viennent un jour et puis on verra si on peut lui balancer 2-3 petites vannes comme ça. J'en ai 2 ou 3 en magasin. J'en ai 2 ou 3 en magasin s'il veut. Ah mais moi je rejoins Olivier, il serait parfaitement capable de venir et d'encaisser. J'ai eu la chance de le questionner pendant 1 heure. On peut être sévère sur le hollandisme, sur le bilan. C'est tenu lors des attentats quand même. Oui, mais attendez, il a été un chef d'État. Mais il n'y a pas de souci. Mais vous avez raison en plus. Vous avez raison. Monsieur Carrérou. Je voudrais dire une chose. C'est pour ça que vous êtes là en même temps. En contradiction avec beaucoup de choses que j'entends depuis 50 jours, parce qu'en fait, ça aura duré. 51. Je dis aura duré comme si c'était au passé. Oui, ça continue. Il me semble effectivement qu'il y a eu un événement hier. Alors, on attendait hier, comme on attendait la veille, et comme on attendait encore la veille, le nom d'un nouveau Premier ministre. C'était effectivement la loi du genre. Et on a eu autre chose. Mais cette autre chose, c'est quelque chose qui va déterminer la solution de ce qu'on attendait depuis 50 jours. C'est-à-dire qu'on attendait un destin parlementaire, puisqu'on a dit que c'est le Parlement, quelque part, aujourd'hui, qui va être maître de la décision. Et c'est pas du tout ça. En fait, le destin de cette crise sera un destin présidentiel. Et comment le mesure-t-on ? On le mesure à la décision d'un candidat qui compte, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, de se présenter, quel que soit le timing. Voilà. On en parlera tout à l'heure avec M. Blanquer aussi. On en parlera, mais ça colore complètement le film que nous vivons depuis 50 ans. Écoutons Jean-Philippe Tanguy. On rappelle qui est Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement national, qui a descendu Michel Barnier sur France Inter ce matin. C'est vrai que moi, j'ai rien contre Michel Barnier. En général, j'ai rien contre personne. Mais tu attends d'un président ou d'un Premier ministre qu'il te donne envie. Qui a un peu de charisme, un peu de. On va chercher des fossiles qui on essaye de redonner vie. Monsieur Barnier est non seulement un fossile, mais aussi fossilisé de la vie politique. Tout ce qu'il a pu faire est un échec. Ce qui est pas faux, hein. Il a été c'est quand même l'homme qui était directeur de campagne de Valérie Pécresse, qui m'expliquait qu'elle serait présidente de la République. Il a négocié le Brexit. Non, il a été 2 fois commissaire. On peut pas balayer comme ça d'un revers de la main toute la carrière de Michel Barnier. Monsieur, c'est un petit homme gris, monsieur. C'est un haut fonctionnaire de qualité. Il en faut dans la République, mais tu as besoin d'envie, d'allant. Voilà, c'est quand même la tristesse. Tu l'écoutes, tu t'endors. Il faut dire les choses. Il allait encore plus loin, Jean-Philippe Tanguy, parce qu'il a dit que c'était l'un des hommes politiques les plus stupides de la Ve République. Oui, c'est pas vrai. Ça, j'irai pas sur ce terrain, mais oui, il faut donner un peu envie. Autrement, tu fais pas de politique. On n'est plus à l'envie d'avoir envie, là. Si, justement. Il faut aussi donner un peu d'envie. Pour aller plus loin que Gérard Carrérou, quand même, ce matin, ça y est, ça commence. La musique de la démission d'Emmanuel Macron peut-il tenir encore 3 ans, alors qu'au bout de 50 jours, ça devient une farce absolument grotesque où à chaque jour son Premier ministre s'est enclenché et c'est évidemment alimenté et décuplé par la déclaration d'Edouard Philippe. Pour une raison simple, parce que la psychologie, là encore, Emmanuel Macron préfère perdre en étant au centre que gagner en étant à l'extérieur. Quand vous avez compris ça, vous avez compris toute sa psychologie. Là, par exemple, il aurait pu se retirer, c'est Philippe Guibert qui disait ça hier, donner le pouvoir à l'Assemblée nationale qui trouvait le Premier ministre et lever les hypothèques, comme le disait Philippe Guibert très justement, après les autres. Il n'a pas voulu. Il veut être au centre de tout. C'est pour ça que quand Mbappé perd la Coupe du Monde, il va sur le terrain, il lui vole son moment et il se met à côté de lui. C'est sa psychologie. Ça veut dire lui avant tout, lui avant tout le reste, lui avant la France. Mais c'est-à-dire c'est en tout. Ah bah c'est jusque là qu'on va aller. Le détail n'existe pas. L'affaire Mbappé, elle est révélatrice. Le type, il a perdu la finale de la Coupe du Monde. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va être à côté de lui. C'est ce que je vous dis, c'est des personnalités, vous n'y pouvez rien. Ils sont comme ça, c'est sa nature. C'est sa nature, il ne peut pas imaginer ne pas être au centre des choses. Mais dans ces conditions-là, il peut réussir sa sortie. C'est compliqué, pour lui, bien sûr. C'est qu'il peut réussir. C'est un rapport au monde qui n'est pas simple. On pensait que les épreuves et l'expérience politique allaient le mais non, parce que c'est ancré dans ça. C'est tout un rapport au monde. Il y a des gens qui sont comme ça, d'ailleurs.
Et ça n'enlève rien à son intelligence, etc. Bon, il fait quand même beaucoup d'erreurs. Voilà, la dissolution en est une. Noémie Schulz. Bonjour Pascal. Bonjour. Et on sera avec Monsieur Blanquer tout à l'heure. Je le répète, et ça va être intéressant. Alors, cette histoire, la banalité du mal ou la banalité du mal, M-A, accent circonflexe, L-E. Parce que ce procès qui est absolument terrible, dont on parle depuis 2 jours. C'est le début ce matin du 4e jour de procès de Dominique Pellicot et 50 autres personnes à Avignon, dans le Vaucluse. Dominique Pellicot est accusé d'avoir drogué son épouse, d'avoir recruté des dizaines d'inconnus sur Internet pour la violer pendant presque 10 ans. Pour la première fois ce matin, elle va s'exprimer. 50 ans de vie commune, quasiment. 3 enfants. Et cet homme qui a été, je le répète, qui a été découvert complètement par hasard. C'est-à-dire qu'il est dans un supermarché, il est en train avec son smartphone de filmer sous les jupes des jeunes filles ou des clientes. Les policiers l'interpellent et vont découvrir dans son ordinateur, dans son smartphone, 4000 fichiers vidéo de ce qu'il a de scènes orgiaques où sa femme, inconsciente et droguée, est violée par des gens qu'il recrute sur une plateforme dite Coco. C'est entre Simon et Chabrol, disait Éric Nolot hier, c'est l'immonde, c'est le sordide. C'est même plus que Simon et Chabrol. Oui, parce qu'il n'aurait jamais imaginé ça. Non. Et cette victime, Gisèle Pellicot, découvre donc tout quand elle est convoquée par les policiers dans la foulée de l'arrestation de son mari et qu'ils lui apprennent les raisons pour lesquelles son mari a été arrêté, à savoir qu'il a abusé d'elle et qu'il l'a fait violer par des dizaines d'autres hommes pendant son... Alors, le terme de pendant son sommeil n'est pas exact puisqu'elle n'était pas endormie. Gisèle Pellicot, elle était dans un état proche du coma. Elle était très lourdement droguée et donc elle n'avait aucune conscience de ce qui lui arrivait. C'est un des enjeux des débats, puisque la ligne de défense qui se dessine, alors pas pour Dominique Pellicot, le principal accusé qui assume, qui reconnaît les faits et dit qu'il va les assumer, mais pour beaucoup des 50 autres accusés, il y a l'idée de dire qu'il n'y avait pas l'intention de la violer, puisqu'il n'avait pas le sentiment que cette femme n'était pas d'accord. En gros, Dominique Pellicot, le mari, disait « si, mais c'est un jeu entre nous, elle fait semblant de dormir, ou alors elle est d'accord pour que je la drogue ». Et hier, le policier, le directeur d'enquête, a été entendu pendant plusieurs heures à la barre, et il est venu dire à aucun moment, ces hommes n'ont pu avoir le sentiment qu'ils avaient recueilli le consentement de Gisèle Pellicot, puisqu'à aucun moment, il n'y a eu une once de lucidité chez cette femme. Parfois, elle ronflait, il y avait un peu des grognements, mais elle était assommée. Donc c'est difficile pour eux de dire qu'ils pensaient qu'elle savait ce qui lui arrivait, ou en tout cas qu'elle avait consenti en amont à ce qu'il fasse ça. Et donc elle va parler aujourd'hui pour la première fois. Alors ses enfants sont là. J'ai entendu qu'une de ses filles, pendant les faits qu'on rappelait, était... Oui, ils ont eu 3 enfants, 2 garçons, 1 fille. Caroline Darian, leur fille, a écrit un livre qui est sorti il y a quelques années qui s'appelait « J'ai cessé de t'appeler papa ». C'est une épreuve pour elle, d'abord pour ses enfants, c'est une épreuve terrible, parce qu'eux aussi, lors de la lecture des faits, ont été confrontés à ce que leur mère a subi. Vous rajoutez à ça le fait qu'on a retrouvé des fichiers, des photos de Caroline Darian dénudée, donc elle-même se demande si son père n'a pas abusé d'elle, même s'il explique qu'il n'a jamais rien fait et qu'il s'est contenté de la prendre en photo. Et effectivement, on va entendre aujourd'hui pour la première fois la voix de Gisèle Pellicot. Elle a accepté d'être filmée. On le rappelle, cette femme a accepté. Il faut la voir d'ailleurs, ces images. Cette femme a accepté que le huis clos soit levé. C'était de droit, elle aurait pu l'obtenir en tant que victime de crimes sexuels. Si elle avait dit « je veux que ce soit à huis clos », elle l'aurait obtenu. C'est elle qui a demandé à ce que ce procès soit public. Voilà, c'est cette dame qui a des lunettes de soleil. Elle a 72 ans, cette dame. Vous imaginez... D'ailleurs, c'est inimaginable. Tu vis 50 ans avec quelqu'un et tu découvres qu'il est un monstre. C'est une histoire particulière quand même dans une vie. Tu l'as aimé, tu as fait 3 enfants, tu imagines la vie amoureuse, la vie familiale, et tout d'un coup, tout s'effondre et tu dois vivre avec ça, te reconstruire avec ça. Il y a un vrai risque, ce procès, sans doute pour elle... il y a un vrai risque peut-être de décompensation, d'effondrement psychique. Encore une fois, elle va être confrontée. Elle ne sait pas, elle n'a aucun souvenir, elle ne peut pas en avoir, elle n'était pas consciente. Mais donc elle va découvrir, si elle assiste aux 4 mois de procès, il va y avoir des vidéos, il va y avoir des récits précis de ce qu'elle a subi. Donc il faut saluer
le courage de cette femme. Et effectivement, je crois que aujourd'hui, elle va venir notamment dire à ces hommes non, je n'ai jamais consenti et je ne comprends pas que vous ayez pu penser que je consentais à ce que vous m'avez fait. Philippe Bilger, vous qui avez été longtemps magistrat et procureur, avocat général, est-ce que vous avez souvenir d'une histoire où le sordide et l'immonde... Sur un tel mode aussi statistique, je n'ai jamais connu ça. J'ai déjà eu la chance de pouvoir en parler lors de l'une de vos émissions. Et c'est assez hallucinant. Et pour répondre, non pas répondre, compléter, si vous le permettez, Noémie, ce que vous avez dit sur le fait que certains prétendent ne pas savoir, puisqu'elle était selon et assoupie, ils auraient dû être évidemment très attentif au fait que si elle n'avait pas été droguée ou délibérément tétanisée, il n'aurait pas eu besoin de donner un certain nombre d'instructions pour éviter qu'on la réveillât lorsqu'il devait se déshabiller ailleurs. Il y avait des consignes extrêmement absolument. claires. C'était clair. Et puis il était parfois très clairement dans les échanges de messages, question de viol. Sur les vidéos, je crois que parfois on entend Dominique Péligot dire ah oui, t'aimes bien quand tu l'as fait. Enfin, les termes de viol apparaissent. Donc chez certains, il y a aucune ambiguïté. Bon, il y a toujours une interrogation sur le compagne ou la compagne d'un monstre entre guillemets. Et je vous recommande le livre de Jacques Expert, même s'il n'est pas exactement, même pas du tout sur cette affaire, qui s'appelle La femme du monstre justement. Et il y a des femmes qui, parfois, savent des choses, n'interviennent pas. Dans des affaires de pédophilie, par exemple, on est toujours parfois surpris qu'elles n'interviennent pas. Surpris et pas surpris. On parlait de Monique Olivier l'année dernière lors de son procès. Mais bien sûr. Et je récuserais, si vous le permettez, Philippe Bilger, le terme de monstre, en ce qui me concerne. Non, parce que... alors, les actes sont monstrueux, si vous préférez. Oui, absolument, à partir d'une approche peut-être qui m'est propre. Tout ce qui est humain, même dans la perversion absolue, n'est pas monstrueux, me semble-t-il, parce que même ce comportement-là qui va être condamné gravement, on peut le comprendre. Il y a des horreurs qu'on peut élucider. C'est la sirène désormais, parce que comme nous étions en retard tout le temps avec notre ami Thomas Hill, on a décidé à 9h22 tous les jours d'avoir une petite sirène pour ne plus jamais être en retard.